est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Élection historique du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors d'un vote à Genève. Une nouvelle reconnaissance par la communauté internationale de la clairvoyance de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI en matière de protection et de promotion des droits fondamentaux. Maroc-Bulgarie, une nouvelle étape franchie dans l'histoire des relations entre les deux pays. Sofia salue les efforts sérieux et crédibles du Royaume pour le règlement de la question du Sahara marocain, considérant l'initiative marocaine d'autonomie comme une base sérieuse et crédible pour résoudre ce conflit. Également à la une de l'actualité, la signature d'une convention de partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Comité national olympique marocain, la Fédération royale marocaine de football et l'Association nationale des médias et des éditeurs. Un accord qui vise à apporter un soutien effectif aux journalistes, leur permettant d'assurer une meilleure couverture des grands événements sportifs à venir. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, le peuple marocain et la famille du mouvement national et de la résistance et de l'armée de libération célèbrent demain jeudi 11 janvier avec des sentiments de fierté le 80e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance. Une célébration qui marque une épopée glorieuse dans les annales de la lutte nationale pour le recouvrement de l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. À l'occasion de cette commémoration, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 1381 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 1198 détenus et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 234 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 959 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 5 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 183 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 48 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 9 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 111 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 15 personnes. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Au début des travaux, Aziz Akhnouch a affirmé qu'1 million de familles a bénéficié de l'opération d'aide sociale directe pour une enveloppe financière de plus de 524 millions de dirhams. L'opération a connu une grande affluence avec plus de 2,9 millions de demandes enregistrées jusqu'à ce jour. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret relatif à la création et l'organisation de l'Institut de formation dans les métiers de l'élevage à Blota. L'objectif est de créer et d'organiser cet institut en lui fournissant un cadre juridique définissant son organisation, les conditions d'admission, les filières de formation ainsi que les dispositions relatives à sa gestion et son administration. Adoption également de 2 projets de décret portant respectivement renouvellement de la licence attribuée aux sociétés européennes Datacom Maghreb SA et Soromar SARL en vue d'établir et exploiter un réseau public de télécommunications par satellite. Le Maroc vient d'être élu brillamment à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024. C'était lors d'un vote tenu à Genève. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger se félicite de la reconnaissance par la communauté internationale de l'engagement du Royaume en faveur de la protection et de la promotion des droits fondamentaux. Sous le fort leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Nourdine Loubani et Mariam Messi. The following candidate from the group of African states is therefore elected President of the Human Rights Council for the 18th cycle, His Excellency Mr. Omar Sniber. C'est une première historique pour le Maroc. Élu à la tête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Royaume s'illustre devant la communauté internationale par sa présidence pour l'année 2024 de ce prestigieux organe onusien.
Le Maroc s'affirme en leader des droits de l'homme à l'échelle internationale. C'est une reconnaissance qui consacre le royaume et ses avancées en la matière. Cette nouvelle position au sein de l'instance onusienne aura une incidence tant sur le plan interne, à travers un certain nombre de dossiers ayant attrait aux droits de l'homme qu'il convient d'examiner, que sur le plan international en engageant une responsabilité pour le Maroc. Le royaume pourra influencer les décisions des droits de l'homme dans le monde. La candidature du Royaume a recueilli 30 votes sur les 47 membres du Conseil, une adhésion de toutes les régions du monde, malgré la mobilisation de l'Algérie et de l'Afrique du Sud pour la contrer. Une reconnaissance de l'engagement résolu du Royaume pour la protection et la promotion des droits humains sous le leadership royal. Le Maroc y voit un signal fort de la communauté internationale et un gage de confiance et de crédibilité qu'inspire l'action extérieure du Maroc sous l'impulsion royale en Afrique, sur la scène internationale et dans le système multilatéral. Pour un décryptage avec nous ce soir sur le plateau, professeur Mostafa Sahimi, professeur de droit et politologue. Professeur Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, d'un point de vue diplomatique, que signifie ce pas franchi par le Maroc dans le contexte actuel? C'est d'abord ceci, une belle élection. Une belle élection, pourquoi? Parce que d'ordinaire, c'était au groupe africain à désigner par consensus un président. C'était dans le cadre des rotations par zone géographique. Il n'y a pas eu d'accord au sein du groupe africain, hélas. Et donc, finalement, le candidat du Maroc, notre ambassadeur Mardibel, s'est présenté. Il avait contre lui qui? L'ambassadeur représentant l'Afrique du Sud, avec évidemment la mobilisation du pays voisin, l'Algérie en l'occurrence, qui tenait évidemment à essayer de faire battre le candidat marocain. Ça n'a pas été le cas. Encore un nouvel échec de la diplomatie algérienne, j'y reviens pas, c'est connu. Et c'est une belle élection avec 30 voix contre 17 pour ce qui est du candidat sud-africain. C'est une belle élection, c'est important. Alors, ce que ça signifie, c'est d'abord l'investissement fait par le Maroc dans le domaine des droits de l'homme et la reconnaissance de cet investissement. Il faut rappeler qu'il y a un parcours à Genève au Conseil des droits de l'homme. Le Maroc a exercé 3 mandats. 3 mandats dans cette même instance spécialisée. C'est quand même important. Et c'est aussi le fait que le Maroc a des choses à dire en matière de droits de l'homme. C'est aussi un volet complémentaire à notre diplomatie. Nous avons une diplomatie qui est présente sur un certain nombre de secteurs que vous connaissez, etc. Il y a aussi une diplomatie des droits de l'homme où le Maroc est en pole position, si je puis dire, avec des idées, des projets, des propositions. Je crois que c'est important que la communauté internationale, à travers ce Conseil des droits de l'homme, reconnaisse cet acquis et cette politique du Royaume. Et le Maroc, sous l'impulsion et le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a déployé des efforts considérables dans la défense des droits fondamentaux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-unes de ces actions ? Oui, en précisant ceci. Vous savez, la politique du Royaume en matière de droits de l'homme est saluée à l'international, et je vais vous donner une référence intéressante d'il y a 3 mois. C'est quoi? C'est la résolution du Conseil de sécurité, la 2703, du 30 octobre 2023, qui dit, je cite, le Conseil de sécurité, dans cette résolution, se félicite des mesures et initiatives prises par le Maroc, du rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme du Maroc, CNDH, à Dakhla et à Laayoune, et de l'interaction entre le Maroc et les mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. C'est sur la base d'un rapport du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que cette résolution a été adoptée par la haute instance onusienne. Ça, c'est de la résolution du Conseil de sécurité. Donc c'est alors, ce qui est fait évidemment par le Maroc se décline sur plusieurs aspects. Les acquis, c'est quoi? Fondamentalement, c'est la nouvelle constitution de 2011, où il y a une vingtaine d'articles, il y a tout un bloc sur les droits et libertés. Je puis vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de constitutions dans la région,
en Afrique et dans le monde arabe où il y a un bloc aussi précis, aussi normatif pour ce qui est des droits de l'homme et des libertés. Il y a toute la politique du souverain dans le cadre des 2 décennies écoulées, pour ce qui est de la réforme du Code de la famille 2004 et puis le nouveau chantier aujourd'hui de la révision de la Moudawana, vous le savez. Tout ce qui a été fait pour l'application de l'article 19 de la Constitution de principe d'égalité, et puis tout ce qui est entrepris en matière de droits fondamentaux. Je vais quand même citer ceci, le dialogue interreligieux. C'est le Maroc qui se distingue sur la scène internationale, continentale, arabe, etc. par ça. Il y a également une politique de tolérance qu'il faut relever. Il y a la lutte contre la haine raciale, ça encore c'est un élément à souligner. Il y a le droit à un environnement sain et durable, c'est quelque chose de nouveau ça, dans les droits humains. Hein, c'est important, les droits humains, c'est pas que les droits politiques, etc., c'est aussi le droit à un environnement sain et durable. Il y a les droits des migrants, et sur ce plan-là, vous savez que le Maroc, sous l'impulsion royale depuis 2014-2015, a mis en œuvre une politique en faveur des droits des migrants. Et d'ailleurs, Sa Majesté a été consacrée en février 2019, à l'occasion du retour du Royaume au sein de l'UA, comme leader africain pour ce qui est la migration, c'est important. Et puis, il y a aussi l'impact des nouvelles technologies. Ce qui est important dans cette politique, cette vision royale, c'est qu'il y a une appropriation par le Maroc des droits humains et des droits fondamentaux, avec une interaction, une mobilisation, et ça ne peut que donner une visibilité supplémentaire à notre diplomatie. Et à votre avis, selon quelle vision ou approche le Maroc va-t-il assurer cette année la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et quels sont les dossiers et les thématiques les plus prioritaires pour le Royaume ? Le Maroc est président de ce Conseil des droits de l'homme pour un mandat d'1 an. Le Maroc est donc le 47e membre, et il y en a 46. Et donc le travail de notre ambassadeur et du Maroc à la présidence de cette institution, c'est de continuer donc à œuvrer dans le sens du renforcement, de la consolidation des droits humains. C'est veiller à la promotion, au respect des droits humains et aussi la garantie de ces droits humains. Sur ce plan-là, le Maroc est à l'aise parce qu'il a un capital, une accumulation d'expériences, d'initiatives, etc. En plus, c'est une voix qui porte, parce que c'est une voix crédible, parce que ce qui est fait en interne, évidemment, rejaillit sur l'international, et le Maroc est bien placé pour que cette présidence soit assurée dans des conditions optimales, consensuelles, avec des avancées intéressant les droits de l'homme et les droits humains. Moustapha Semi, professeur de droit et politologue, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Merci à vous. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu aujourd'hui l'envoyé du gouvernement britannique pour le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Alistair McFarlane a souligné que le Royaume-Uni aspire à bâtir un partenariat moderne et mutuellement bénéfique avec le Royaume du Maroc. Rappelant que le sommet, le UK-IS 2024, réunira des dirigeants politiques et économiques du Royaume-Uni et des pays africains, ainsi que des représentants d'organisations internationales et régionales, s'appuyant sur les résultats du sommet de 2020 et des conférences virtuelles en 2021 et 2022. Maroc-Bulgarie, 2 pays qui entendent approfondir leurs relations bilatérales. En visite de travail dans le Royaume, la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères bulgare Maria Gabriel a souligné l'importance de renforcer le partenariat dans tous les domaines d'intérêt commun. Et au sujet de notre intégrité territoriale, la chef bulgare a salué les efforts sérieux et crédibles du Royaume pour le règlement de la question du Sahara marocain. Les développements avec Mohamed Louahibi, Saïd Ejassi et Nourdine Saber et Marie Messi. Le partenariat maroco-bulgare franchit un nouveau palier. Rabat et Sofia aspirent à propulser vers de plus vastes horizons leurs relations de coopération dans tous les domaines. Une volonté affichée par les 2 pays et réitérée dans la déclaration conjointe signée à la faveur de la visite de la chef de la diplomatie bulgare au Maroc.
De notre décision d'avoir des consultations politiques dès cette année, en 2024, ces consultations politiques sont un premier pas pour aller ensuite vers une réactivation de notre partenariat économique à fort potentiel. À nous d'identifier ensemble les secteurs stratégiques qui vont avoir une valeur ajoutée et surtout vont apporter des bénéfices pour nos citoyens, pour nos petites et moyennes entreprises, pour notre jeunesse, pour nos universités. Un agenda de coopération qui dénote déjà de nouveaux horizons économiques, politiques et sécuritaires pour les deux pays, amis de longue date. Nous avons convenu d'impulser un nouvel élan à nos relations bilatérales afin de les hisser en un vrai partenariat. Cela passe par une adaptation du cadre institutionnel et une mise à jour du cadre juridique de nos liens communs afin qu'ils puissent accompagner notre ambition et nos priorités. Une dynamique de coopération appelée à s'élargir à tous les domaines d'intérêt commun, notamment économique, industriel et commercial. Un partenariat doublé d'un appui sans équivoque à l'intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur son Sahara. Nous considérons le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Royaume du Maroc et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties. Le Maroc et la Bulgarie jettent les bases d'une nouvelle phase de leurs liens féconds et solides vers un avenir économique radieux et durable. Le Maroc, un allié de taille pour de nombreux pays. À l'ouverture de la 8e conférence des ambassadeurs espagnols accrédités à l'étranger, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a affirmé que les relations entre le Maroc et l'Espagne ont atteint un niveau élevé de solidité et de confiance, soulignant que ces liens seront toujours une priorité pour Madrid. Le chef de l'exécutif espagnol n'a pas manqué de rappeler la réunion de haut niveau Maroc-Espagne tenue à Rabat l'année dernière. Conclave qui a permis d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales avec la participation ministérielle la plus large et le plus grand nombre d'accords signés dans l'histoire des relations entre les deux pays. Le parquet général près la cour d'appel de Casablanca a ordonné l'ouverture d'une enquête suite à la diffusion d'informations erronées sur l'implication de personnalités et d'institutions nationales dans une affaire de trafic international de drogue. Il s'agit de 25 individus déférés devant le parquet. C'est ce que précise un communiqué du procureur général du roi près la cour d'appel de Casablanca. La teneur du communiqué, Souad Anachat. L'ouverture de cette enquête est intervenue après que le parquet ait pris connaissance de contenus diffusés sur certains réseaux sociaux imputant des accusations à des personnalités et à des institutions nationales, avance leur implication dans l'affaire liée au trafic international de drogue, dans le cadre de laquelle 25 individus ont été déférés devant ce parquet, dont certains sont des parlementaires en charge de la gestion des collectivités territoriales ou encore des fonctionnaires chargés de l'application de la loi. Conformément aux dispositions constitutionnelles relatives au droit d'accès à l'information, le procureur général du roi, après la cour d'appel de Casablanca, affirme avoir annoncé précédemment dans le communiqué daté du 24 décembre 2023, dans le cadre du strict respect de la présomption d'innocence, les conclusions préliminaires de l'enquête menée dans le cadre de cette affaire, selon les procédures judiciaires prévues par la loi, sous la supervision du parquet, ainsi que le nombre des individus présumés impliqués qui sont soumis actuellement à l'enquête menée par le juge d'instruction sur la base de la requête qui lui avait été présentée par le parquet concernant les faits qui leur sont reprochés, chacun en ce qui le concerne. Par conséquent, les informations relayées par certains articles et sites électroniques au sujet de l'implication de personnalités et d'institutions nationales dans cette affaire sont de pures allégations et informations erronées qui engagent la responsabilité juridique de leurs auteurs au regard des assertions et allégations qu'elles contiennent en attribuant des accusations non fondées aux personnes et institutions précitées, en plus des diffamations et à l'atteinte à leur réputation. Tout en réaffirmant l'issue de l'enquête menée dans cette affaire, telle qu'énoncée dans le communiqué susmentionné, le parquet annonce avoir ordonné l'ouverture d'une enquête sur la diffusion de ces informations erronées, laquelle enquête a été confiée au service de la Brigade nationale de la police judiciaire
et ce dans l'objectif d'identifier les personnes impliquées dans leur fabrication et leur diffusion, quel que soit le moyen utilisé à cet effet. Une fois l'enquête achevée, les effets juridiques appropriés seront établis à la lumière de ces résultats. Dans l'actualité internationale, Gaza toujours sous les feux des bombes. L'armée israélienne a fait état aujourd'hui d'opérations dans les secteurs de Marazi et Khan Younes. Plus de 150 cibles ont été touchées. Les organisations internationales alertent sur le désastre sanitaire à Gaza, où 85% de la population a été déplacée et où l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a reconnu que la bande de Gaza a besoin de recevoir plus de nourriture et plus d'eau. En Équateur, le président du pays, Daniel Noboa, a déclaré son pays en état de conflit d'armée interne. Il a ordonné la mobilisation et l'intervention des forces armées et de la police nationale pour garantir la souveraineté et l'intégrité nationale contre le crime organisé, les organisations terroristes et les belligérants non étatiques. Et cela au 3e jour d'une crise sécuritaire sans précédent qui a fait au moins 10 morts. Une crise qui a éclaté dans des prisons à cause de plusieurs mutineries ainsi que des rumeurs sur l'évasion d'un des détenus les plus dangereux du pays. Sport et médias, une convention de partenariat a été signée entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Comité national olympique marocain, la Fédération royale marocaine de football et l'Association nationale des médias et des éditeurs. En vertu de cette convention, la presse nationale bénéficiera d'un appui et d'un soutien effectif pour assurer comme il se doit la couverture des grands événements sportifs à venir. Qaïma Blouchi, Yassine Mouarafek et Zakaria Moukinbillah. Dans le contexte d'échéances sportives majeures annoncées dans un proche avenir, les journalistes marocains sont appelés à jouer des rôles de premier plan. C'est l'objectif de cette convention de partenariat. Elle vise une meilleure organisation du travail des journalistes pour leur permettre de couvrir les événements sportifs prévus au Maroc et à l'échelle internationale, comme la CAN et les Jeux Olympiques de Paris en 2024. La première étape qui verra la concrétisation de cet accord est la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire à partir de samedi. La délégation des journalistes marocains en Côte d'Ivoire sera la plus importante en termes de nombre. Grâce à cette convention, les représentants des médias nationaux bénéficieront d'un soutien et d'un accompagnement pour faciliter leur travail sur le terrain. Il s'agit d'une première expérience qui sera évaluée et généralisée pour permettre aux journalistes marocains de bénéficier des meilleures conditions pour exercer leur métier. Lors de ces événements sportifs, les journalistes sont appelés à représenter le royaume de la meilleure façon. Cette convention de partenariat intervient dans le sillage de l'annonce de l'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030 et de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. La presse sportive aura un grand rôle à jouer lors de ces compétitions. Nous savons à quel point le peuple marocain est féru de sport en général et de football en particulier. Nous sommes conscients du poids de cette responsabilité. Nous devons être à la hauteur et donner une information fiable afin d'éclairer le public marocain sur le déroulement des compétitions. Pour la première fois, une délégation officielle des représentants des médias nationaux se rendra en Côte d'Ivoire pour couvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Pour les professionnels des médias, cette convention de partenariat est une feuille de route susceptible de professionnaliser davantage le travail des journalistes et de refléter la dynamique de développement du sport national en général et du football en particulier. La CAN, c'est dans moins de 3 jours. En Côte d'Ivoire, les Lions de l'Atlas poursuivent leurs préparatifs. Au programme des entraînements d'aujourd'hui, la révision de nombreux aspects techniques et tactiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le 11 national aiguise ses griffes pour aller le plus loin dans cette grande messe footballistique. Zakaria Moukinbillah. Une nouvelle séance d'entraînement pour les protégés de Walid Regragui au stade Auguste Denis de Saint-Pedro. Situé à 330 km d'Abidjan, ce terrain accueille les entraînements de l'équipe nationale de football depuis leur arrivée. Confiants et le moral au beau fixe, les 27 joueurs appelés à disputer ces finales de la Coupe d'Afrique comptent donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes certains que le public marocain sera à nos côtés lors de ces compétitions. Pour cette CAN, le soutien de nos supporters sera un atout de taille pour remporter la victoire et offrir une belle prestation.
Pour cette dernière ligne droite, le sélectionneur national Walid Regragui a mis l'accent sur des détails tactiques importants. Le mot d'ordre est de renforcer la cohésion entre les joueurs sur le terrain. Pour le premier tour, les Lions de l'Atlas évolueront dans le groupe F, aux côtés des sélections de la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. Nous sommes conscients du niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Notre but est d'offrir à nouveau du bonheur au public marocain. En préparation à cette compétition, la sélection marocaine retrouvera la Sierra Leone demain à San Pedro. Cette rencontre amicale programmée en prévision de la CAN sera l'occasion de tester les performances des joueurs et de resserrer les rangs en vue du premier match face à la Tanzanie le 17 janvier. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.